Bonjour, chers élèves. Je suis M. Gokuba Rodrigue Marius, professeur d'histoire-géographie en terminale A. La fois dernière, nous avions étudié une leçon sur les principales causes de la décolonisation. Avions défini la décolonisation comme le processus, c'est donc un processus qui permet aux colonies d'être indépendants. Donc la décolonisation est un processus d'accession à l'indépendance des colonies. Et en ce qui concerne les causes, les principales causes de la décolonisation, nous pouvons les citer à titre de rappel. Nous avions donc vu la première cause, c'est donc la Deuxième Guerre mondiale et la lutte pour les libertés. Ensuite, le rôle de l'ONU. Après le rôle de l'ONU, nous avions vu l'éveil de l'élite intellectuelle et la conférence de Bandung. Après, on avait donc abordé la position des USA et de l'URSS. Enfin, la position des églises chrétiennes. Et au terme de cette leçon, un sujet d'application a été donc donné. Il s'agit donc pour vous, les élèves, d'expliquer les principales causes de la décolonisation. Aujourd'hui, nous allons donc aborder une nouvelle leçon, en histoire bien sûr, intitulée « Les types de décolonisation ». C'est donc le titre de notre leçon de ce jour. Prenez donc vos cahiers, vous écrivez « Introduction ». Introduction. L'introduction de notre cours. Introduction. À la ligne, vous notez « Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ». Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'amorce au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'amorce le processus de décolonisation. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'amorce le processus de décolonisation en Asie. S'amorce le processus de décolonisation en Asie et en Afrique. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, s'amorce le processus de décolonisation en Asie et en Afrique. Vous mettez donc un point. Sur la même ligne, on distingue deux types de décolonisation. On distingue deux types de décolonisation. On distingue deux types de décolonisation, deux points sur la même ligne. La décolonisation pacifique, et la décolonisation pacifique et la décolonisation violente. La décolonisation pacifique et la décolonisation violente. Voilà donc les deux types de décolonisation. Alors, nous allons donc aborder au grand 1 la décolonisation pacifique. Donc, grand 1, vous écrivez la décolonisation pacifique. La décolonisation pacifique. La décolonisation pacifique. La décolonisation pacifique. Alors, je vais donc vous poser une question.
Qu'est-ce qu'on entend par décolonisation pacifique? Parce que nous avions défini la décolonisation comme ce processus qui permet aux États d'être indépendants. C'est quoi la décolonisation pacifique? Très bien. La décolonisation pacifique, c'est donc une décolonisation qui s'est faite sans heurts. Donc, qui s'est faite sans violence. Qui s'est faite par des négociations. Très bien. Négociations. Donc, la décolonisation pacifique, c'est donc une décolonisation qui s'est faite sans pourtant qu'il y ait effigie de sang, qui s'est faite sans pourtant qu'il y ait des combats. Et c'est une décolonisation qui s'est faite par le biais de négociations. Vous notez donc, à la ligne, la décolonisation pacifique. La décolonisation pacifique est celle qui s'est faite. La décolonisation pacifique est celle qui s'est effectuée, la décolonisation pacifique est celle qui s'est effectuée après des négociations. Après des négociations. La décolonisation pacifique est celle qui s'est faite après des négociations entre les puissances, coloniales, et les mouvements indépendantistes. La décolonisation pacifique est celle qui s'est faite après des négociations entre les puissances coloniales et les mouvements indépendantistes. Vous mettez un point. C'est le cas de l'Inde. C'est le cas de l'Inde. Alors, l'Inde se trouve donc en Asie. C'est le cas de l'Inde en Asie. Et de l'Afrique noire française. Et de l'Afrique noire française en Afrique. Et de l'Afrique noire française en Afrique. Voilà donc la définition de la décolonisation pacifique. C'est donc une décolonisation qui s'est faite par négociation. On négocie avant que le pays soit indépendant. Il n'y a pas une brutalité. C'est donc une décolonisation qui s'est faite sans violence. Alors, ici, nous parlons de les puissances coloniales. Puissances coloniales. Les puissances coloniales ne sont autres que les pays colonisateurs. Les puissances coloniales, alors ce sont donc des pays colonisateurs. Égale pays colonisateur. Autrement dit, les métropoles. Alors, dans le cas de notre cours, quand nous parlons des puissances coloniales, nous n'allons pas énumérer toutes les puissances coloniales. Ici, nous allons parler de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre,
et la France. La Grande-Bretagne et la France. Deux puissances colonisatrices. La Grande-Bretagne pour le processus de l'indépendance en Asie et la France pour le processus d'indépendance en Afrique noire française. Alors, toujours dans la définition, nous avions parlé des mouvements. Mouvements indépendantistes. Indépendantistes. Alors, c'est quoi donc les mouvements indépendantistes? Les mouvements indépendantistes, ce sont des mouvements qui luttent pour la liberté, qui luttent pour l'autonomie. Et en regardant la logique de notre cours, parce que nous avions pris l'exemple de la décolonisation pacifique, notamment en Asie et en Afrique. Donc, au petit temps, vous écrivez en Asie. En Asie, deux points, l'Inde. En Asie, deux points, l'Inde. L'Inde, c'est donc un pays asiatique. Alors, comment s'est déroulé le processus de l'indépendance de l'Inde? Alors, ce que vous devez retenir est que l'Inde fut une ancienne colonie britannique. Donc, ce pays a été colonisé par les Anglais. Et vous êtes sans ignorer que lorsque un pays est colonisé, ce pays est dominé sur tous les plans. Et même son peuple, c'est donc un peuple opprimé qui n'a pas de liberté. Ici, c'est donc la Grande-Bretagne qui impose ses lois, qui impose sa démarche. Alors, comment les Indiens vont-ils comprendre ou comment vont-ils faire pour réagir? C'est-à-dire comment les Indiens vont réagir face à la domination britannique parce qu'ils sont dominés. Et c'est donc ces mouvements indépendantistes. Ici, nous allons donc voir des leaders ou des partisans de la politique de non-violence. On va donc citer Gandhi, et Nehru. Gandhi et Nehru. Donc, ce sont des leaders qui vont s'opposer à la domination anglaise. Alors, ce que vous devez retenir est que le nationalisme indien, parce qu'un nationaliste, c'est une personne qui aime son pays. C'est une personne qui défend son pays. Donc, le nationalisme indien s'est épanoui avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le nationalisme indien s'est épanoui avant la Deuxième Guerre mondiale sous l'impulsion de Gandhi et Nehru. Sous l'impulsion de Gandhi et Nehru, qui sont donc les partisans de la politique de la non-violence. Alors, qu'est-ce que Gandhi va faire pour s'opposer à la domination britannique? Ici, Gandhi va donc organiser des manifestations allant dans le sens de boycotter l'autorité
établie. L'autorité établie ici, c'est donc l'autorité britannique. Alors, il va donc, en organisant les manifestations, il va donc chasser les Britanniques. Donc, il va demander à ce que les Britanniques puissent quitter l'Inde afin que l'Inde soit un pays dirigé uniquement par les Indiens et non par les Britanniques. Vous écrivez à la ligne la volonté d'indépendance est ancienne. La volonté d'indépendance est ancienne en Inde. La volonté d'indépendance est ancienne en Inde. Vous mettez donc un point. Le parti du Congrès. Le parti du Congrès de Gandhi. Le parti du Congrès de Gandhi et Nehru. Le parti du Congrès de Gandhi et Nehru qui lutte pour l'obtenir en recourant à la non-violence. En recourant à la non-violence a été fondé en 1886, c'est-à-dire au XIXe siècle. Donc, le parti du Congrès de Gandhi et Nehru qui luttent pour l'obtenir en recourant à la non-violence a été fondé en 1886. Il réaffirme par la résolution, entre guillemets, quitte indienne. C'est-à-dire quitter l'Inde. Lesquels qui doivent quitter, ici c'est donc les Britanniques. Ils doivent quitter l'Inde pour que l'Inde soit dirigée par les Indiens. Alors, nous disions en amont que l'Inde fut une ancienne colonie britannique. Quelle sera donc l'attitude des Anglais devant ces revendications? Est-ce que les Anglais vont accorder l'indépendance de l'Inde ou vont-ils refuser? Très bien. Devant cette situation, les Anglais vont donc accorder l'indépendance de l'Inde. Mais cette indépendance sera donc retardée. Pourquoi? Parce que ici, ce n'est plus la volonté des Anglais, mais c'est la volonté
du peuple indien. Pourquoi cette indépendance sera donc retardée? Vous êtes sans ignorer que l'Inde a une diversité de peuples, l'Inde a une diversité de religions. Donc ici, il y a donc deux communautés qui vont donc s'opposer. Donc il y a un antagonisme entre la communauté, un antagonisme entre la communauté hindoue, communauté hindoue, et la communauté musulmane. La communauté hindoue et la communauté musulmane. Alors, ici, les hindous, qui sont donc majoritaires, veulent à ce qu'il y ait l'unité indienne, qu'il y ait la création d'un seul État, l'État indien, qui doit donc fédérer toutes les ethnies, toutes les religions. Par contre, la communauté musulmane va donc s'opposer et souhaite à ce qu'il y ait partition de l'Inde. La partition ici, c'est donc la division de l'Inde en deux États. Alors, devant cette situation, parce que les deux communautés religieuses ne s'entendent pas, le résultat, c'est donc l'éclatement d'une guerre civile. Et cette guerre va donc opposer la communauté hindoue et la communauté musulmane, parce qu'ils ne s'entendent pas. Prenez donc vos cahiers, vous notez. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est favorable à l'indépendance. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est favorable à l'indépendance. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande-Bretagne est favorable à l'indépendance. Vous mettez un point. Cependant, le processus de décolonisation est retardé. Retardé pourquoi? Parce qu'il y a l'antagonisme entre ces deux communautés. Le processus de décolonisation est retardé à cause de l'antagonisme entre les communautés hindoues, à cause de l'antagonisme entre les communautés hindoues et musulmanes. C'est ce que nous venons d'expliquer tout à l'heure. Donc, ces deux communautés ne s'entendent pas. Vous mettez un point. Alors que le parti du Congrès à majorité hindoue, alors le parti du Congrès ici est donc dirigé par Gandhi, le parti du Congrès à majorité hindoue, souhaite que l'Inde
souhaite que l'Inde forme un seul État. Le parti du Congrès à majorité hindoue souhaite que l'Inde forme un seul État. Alors donc, le parti du Congrès est donc dirigé par Gandhi. Vous mettez un point. La Ligue musulmane, d'Ali Jinnah, la Ligue musulmane d'Ali Jinnah réclame plutôt, la Ligue musulmane d'Ali Jinnah réclame plutôt la partition. Réclame plutôt la partition. C'est ce que nous avions expliqué. La partition. Religieuse et politique. La Ligue musulmane réclame la partition religieuse et politique du pays. Vous mettez un point. Alors, devant cette situation, parce que ici, il y a donc deux communautés religieuses qui s'opposent. Le résultat de cette opposition, c'est donc l'éclatement d'une guerre civile. Donc, ce pays, c'est-à-dire l'Inde, va donc connaître une guerre civile opposant la communauté hindoue à la communauté musulmane. Et c'est donc à l'issue de cette guerre que le pays sera donc divisé en deux États et cette division va donc aboutir à l'indépendance de l'Inde. Après, ici, vous mettez donc un point sur la même ligne. Les incidents entre ces communautés, deviennent de plus en plus violents en août 1946. Les incidents entre ces deux communautés deviennent de plus en plus violents en août. Ces incidents deviennent de plus en plus violents en août 1946 et dégénèrent en une véritable guerre civile et dégénèrent en une véritable guerre civile. Donc cette guerre oppose les deux communautés religieuses et dégénère en une véritable guerre civile. Alors, en août 1946, et dégénère en une véritable guerre civile. Et cette guerre civile oppose les deux communautés que nous avions citées, c'est-à-dire la communauté hindoue et la communauté musulmane. Vous mettez un point à la ligne. En 1947, lors Moubatten, c'est donc
un nouveau vice-roi, un nouveau vice-roi des Indes, un nouveau vice-roi des Indes, accepte le partage, du pays en deux. Lors Moubatten, nouveau vice-roi des Indes, accepte le partage du pays en deux États indépendants. Accepte le partage du pays en deux États indépendants. Deux États indépendants. Deux États indépendants. Deux points. Nous avons donc l'Union indienne, à majorité, l'Union indienne à majorité hindouiste, l'Union indienne à majorité hindouiste, à l'est, et le Pakistan à majorité musulmane, à l'ouest. Vous mettez donc un point. Ce qui aboutit, donc après la partition bien sûr de ces deux États, ce qui aboutit à l'indépendance du Pakistan, ce qui aboutit à l'indépendance du Pakistan, ce qui aboutit à l'indépendance du Pakistan le 14 août 1947, ce qui aboutit à l'indépendance du Pakistan le 14 août 1947, et celle de l'Inde le 15 août, toujours de la même année, 1947. Le 15 août 1947. Un point sur la même ligne. Cette séparation, c'est-à-dire la séparation de l'Inde, provoque des déplacements des populations. Cette séparation provoque des déplacements des populations et des massacres. L'on compte au moins 1
1 million de morts. 1 million de morts. Un point. C'est ainsi que Gandhi, qui prêche, c'est ainsi que Gandhi, qui prêche la tolérance, c'est ainsi que Gandhi, qui prêche la tolérance entre les communautés, c'est ainsi que Gandhi, qui prêche la tolérance entre les communautés, est assassiné. C'est ainsi que Gandhi, qui prêche la tolérance entre les communautés, est assassiné par les extrémistes hindouistes en janvier 1948. En janvier 1948. Voilà, chers élèves, comment s'est déroulé le processus de l'indépendance de l'Inde. Alors, ce que vous devez retenir sur cette partie, parce qu'après l'Inde, nous allons voir le processus de l'indépendance en Afrique noire française. Ce que vous devez retenir est que l'Inde fut d'abord une ancienne colonie britannique dominée par les Anglais, et avant même la Deuxième Guerre mondiale, certains nationalistes vont donc s'opposer à la politique anglaise. Il s'agit ici de Gandhi et Nehru. C'est donc les partisans de la politique de la non-violence. Devant ces revendications, parce que lorsque un peuple est dominé, le peuple est donc opprimé. Devant ces revendications, quelle sera donc l'attitude de la Grande-Bretagne? Alors, la Grande-Bretagne ne va plus s'opposer pour que l'Inde soit indépendante. Elle ne va plus s'opposer, mais elle va tout simplement retarder ce processus. Pourquoi? Parce que l'Inde a une mosaïque d'ethnie et de religion. Alors, les deux communautés religieuses, la communauté hindoue et la communauté musulmane, ces deux communautés vont donc s'affronter parce que la communauté hindoue, qui est majoritaire, souhaite ou prône l'union indienne. Pour cette communauté, il faut qu'il y ait un seul État. Par contre, la communauté musulmane pense à la partition du pays, donc à la division du pays en deux États. Et cet antagonisme va donc déboucher à l'éclatement d'une guerre civile opposant les deux communautés. Et à l'issue de cette guerre, le pays sera donc divisé en deux États, donc le Pakistan et l'Inde. Nous allons donc passer au petit 2. Là, c'était le petit 1. Le processus d'indépendance en Inde. Petit 2. Nous verrons 2 en Afrique. En Afrique.
petit 2, en Afrique. 2 points. Il ne s'agit pas de toute l'Afrique, mais il s'agit ici de l'Afrique noire française. L'Afrique noire française. Et là, nous allons aussi voir comment s'est déroulé le processus de décolonisation. L'Afrique noire française. Alors, l'Afrique noire française, vous notez, l'Afrique noire française comprend, l'Afrique noire française comprend les colonies de l'AOF, comprend les colonies de l'AOF, qui veut dire Afrique occidentale française, Afrique occidentale, Afrique occidentale française, Afrique occidentale française, et celle de l'AEF, et celle de l'AEF. L'AEF, c'est donc Afrique équatoriale, Afrique équatoriale, Afrique équatoriale française. Afrique équatoriale française. Alors, l'Afrique équatoriale française comprend plusieurs pays. L'Afrique équatoriale française comprend plusieurs pays. On peut citer ici le Cameroun, et le Togo. Cameroun et le Togo. Le Cameroun et le Togo. Alors, le processus de décolonisation en Afrique noire française, le processus de décolonisation en Afrique noire française, le processus de décolonisation en Afrique noire française s'est fait, le processus de décolonisation en Afrique noire française s'est fait en 4 étapes. C'est fait en 4 étapes. 2 points. Nous avons l'Union française, deuxième étape, la loi cadre, troisième étape, la communauté, franco-africaine, et la dernière étape, c'est donc l'indépendance. Dernière étape, l'indépendance. Voilà donc les 4 étapes de la décolonisation de l'Afrique noire française. Alors,
tirez à la ligne tirée, vous écrivez l'Union française. Ici, on m'étend encore. L'Union française. L'Union française, entre parenthèses, 1946. L'Union française. Vous notez, elle est formée d'une part de la métropole ici c'est donc la France, elle est formée d'une part de la métropole et ses colonies. Un point sur la même ligne, vous écrivez l'Union française octroie. L'Union française octroie. L'Union française octroie. L'Union française octroie les libertés. Octroie les libertés aux Africains. Octroie les libertés aux Africains. Telles que la création des partis politiques, vous mettez la virgule, le droit de vote. Donc les Africains peuvent maintenant voter, le droit de vote. Le droit de vote. Après l'Union française, deuxième tiré à la ligne, vous notez la loi cadre. La loi cadre de 1956. Alors, cette loi a été donc élaborée par le ministre français d'Outre-mer, Gaston Defferre, la loi cadre. Vous écrivez, c'est une préparation à l'autonomie. C'est une préparation à l'autonomie. C'est une préparation à l'autonomie interne. L'autonomie interne. L'autonomie interne avec la loi cadre, de Gaston Defferre. C'est donc lui qui a initié cette loi, de Gaston Defferre, de 1956. Alors cette loi prévoyant pour chaque territoire colonial,
territoire colonial d'Afrique noire, une assemblée élue et un gouvernement responsable devant elle. Cette loi prévoyait pour chaque territoire colonial d'Afrique noire une assemblée élue et un gouvernement responsable devant elle. Troisième étape, c'est donc la communauté. La communauté. La communauté. La communauté franco-africaine. La communauté franco-africaine. C'est donc en 1958. La communauté franco-africaine de 1958. Alors, la communauté est une perspective de coopération, dans le cadre de la communauté, est une perspective de coopération dans le cadre de la communauté créée par la Constitution, de 1958. La Constitution de 1958, regroupant la France et les États d'Afrique noire. Regroupant la France et les États d'Afrique noire qui acceptent d'y entrer. Regroupant la France et les États d'Afrique noire qui acceptent d'y entrer à la suite d'un référendum. À la suite d'un référendum. Donc, chacun d'eux, le 28 juin, donc le référendum est organisé dans ces colonies, bien sûr, le 28 septembre plutôt, le 28 septembre 1958. Alors donc, le référendum est organisé. Le référendum, c'est donc un vote qui est donc organisé le 28 septembre 1958 dans toutes les colonies de l'Afrique noire française. La quasi-totalité des pays vont donc voter pour le référendum, donc ils vont approuver. Cependant, la Guinée de Sékou Touré va donc voter non. Donc la Guinée refuse cette nouvelle constitution française. Et la Guinée, après ces refus, la Guinée accède à l'indépendance en 1958. Donc la même année où il y a eu référendum. Donc après le refus, le pays devient donc indépendant. La dernière étape, c'est donc indépendance. Donc la communauté a préparé donc les indépendances. Indépendance. Entre parenthèses, 1960. L'indépendance, 1960. Alors, 1960 marque, vous écrivez bien sûr, 1960 marque la proclamation de l'indépendance générale. 1960 marque
la proclamation de l'indépendance générale, c'est-à-dire l'indépendance des pays qui ont approuvé le référendum. Voilà donc les différentes étapes de la décolonisation de l'Afrique noire française. Donc nous avons l'Union française, la loi cadre, la communauté franco-africaine et les indépendances. Donc, toutes ces étapes ont donc, conduit à l'indépendance de ces pays à partir de 1960. Alors, avant de se séparer, vous êtes en terminale et vous devez lire, traiter les sujets que nous proposons. Donc, je vais donc vous proposer un sujet sur le thème que nous venons d'aborder. Prenez donc ce sujet que vous allez travailler à la maison. Sujet, vous notez dans vos cahiers. Sujet, sujet, expliquer, expliquer la décolonisation pacifique. Expliquer la décolonisation pacifique. Alors, c'est donc un sujet que vous allez traiter et la prochaine séance, nous allons donc corriger ce sujet. Alors, chers élèves, c'est par là que nous mettons un terme à notre cours d'aujourd'hui. Lisez toujours vos cours et soyez toujours prêts. Et prochainement, nous allons donc aborder la deuxième partie de notre leçon sur la décolonisation violente. Lisez vos cours, portez-vous bien. Chers parents, chers élèves du préscolaire, primaire, collège et lycée, chers apprenants des centres d'alphabétisation et de rescolarisation, ce message vous concerne. L'école à domicile, c'est le nouveau programme du MEPSA. Désormais, apprenez via la télévision, la presse écrite et les réseaux sociaux à partir du site www.menepsa.org et de l'application L'école à domicile. Vous avez également la possibilité de suivre les cours à partir de la page YouTube MEPSA Congo, l'application Télénanga MTN Congo. À la télévision, les cours seront diffusés chaque jour de 8h à 14h et au quotidien dans les dépêches de Brazzaville. Maintenir la flamme de l'éducation dans la famille, un devoir des parents en cette période de crise sanitaire due au Covid-19. Tous derrière le MEPSA pour sauver l'éducation face à la pandémie du Covid-19.